Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une capsule sur la manipulation en mathématiques. J'ai déjà fait une capsule sur ce sujet-là il y a peut-être 2 ou 3 ans. Là, je vais mettre le lien en fiche si jamais vous ne l'avez pas visionné. Je présente au moins 6 façons d'utiliser du matériel pour comprendre des notions en mathématiques. Donc, gênez-vous pas pour aller voir ça si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 nouvelles façons de manipuler, puis je vais vous expliquer un petit peu notre vision de l'enseignement des mathématiques. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Mes collègues et moi, on utilise 3 façons d'enseigner les mathématiques qui sont tirées des travaux de Van der Waal. Je suis pas certaine que je le prononce comme il faut, mais bon, bref, si vous ne le connaissez pas, je vais mettre en lien dans la barre d'informations ces ouvrages didactiques sur l'enseignement des mathématiques. Donc, la première façon qu'on utilise, c'est toujours la façon concrète qui est avec le matériel de manipulation, donc des jetons, des bandettes de fractions, des géoplans, des formes solides en 3 dimensions, bref, peu importe le matériel qu'on utilise, on aime beaucoup ça, commencer par ça. Ensuite, on essaie d'emmener les élèves à la façon imagée, donc d'aller le faire en représentation par un dessin ou par un schéma sur une feuille. Et la dernière façon d'enseigner, c'est la méthode symbolique qui est avec un algorithme, des symboles et des chiffres. On commence généralement par la façon concrète. On veut que les élèves découvrent la nouvelle notion mathématique à l'aide de matériel qui puisse physiquement toucher, avoir dans leurs mains, déplacer, compter, regrouper. Et tranquillement, on les amène à se rendre à la méthode imagée pour faire des belles traces quand ils font une évaluation en C1 ou en C2 par exemple. Et après ça, on essaie de les emmener tranquillement pas vite vers la méthode symbolique qui est avec tout simplement l'algorithme. Il y a des enfants qui vont aller très rapidement vers le symbolique parce qu'ils vont comprendre facilement la nouvelle notion puis vont pouvoir le faire de cette façon-là. Puis il y a des enfants qui vont rester à la technique concrète, qui vont vraiment avoir besoin de manipuler des jetons, manipuler des petits pots, puis c'est bien correct comme ça. Peu importe la méthode que l'enfant va choisir, moi, j'ai pas de problème s'il est capable de produire un résultat puis de comprendre le problème qu'il est en train de résoudre dans le fond. Par contre, il y a certaines situations où est-ce que peut-être que l'utilisation du matériel va plus nuire à l'enfant que d'autres choses parce que si par exemple on est rendu au nombre à l'ordre des milliers puis il est encore en train de manipuler des jetons, bien ça se peut que ça lui prenne vraiment beaucoup de temps puis ça se peut qu'il fasse des erreurs aussi. Le matériel, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ses limites. Puis c'est super pour découvrir une nouvelle notion, mais il faut que l'enfant soit capable de faire le transfert puis de faire le switch à un moment donné pour utiliser la méthode imagée ou la méthode symbolique parce que c'est ça, à un moment donné, il y a des limites à utiliser des jetons. Pour citer Van der Waal, c'est vraiment démontré dans les recherches en mathématiques que la manipulation a des bienfaits pour la compréhension des élèves et ce, peu importe leur âge. Faut surtout pas avoir peur de sortir du matériel comme des jetons ou des réglettes, même avec les élèves de 6e année. Il y en a qui vont être peut-être un petit peu plus réfractaires en disant que c'est bébé d'utiliser des jetons parce qu'ils associent ça, mettons, aux premières, 2e années. Mais je pense que c'est notre rôle en tant qu'enseignant de déconstruire cette pensée-là puis d'amener les élèves à comprendre que c'est aidant. Puis ce qui est vraiment aidant, c'est que si on est tous les enseignants d'une école à utiliser la manipulation en mathématiques, si l'enfant commence à manipuler en première, puis ça continue en 2e, en 3e, en 4e, rendu au 3e cycle, ça va juste aller de soi pour lui, puis jamais il va avoir le réflexe de dire que c'est bébé là d'utiliser des jetons. Fait que si toute l'équipe école s'entend pour travailler avec la manipulation, il ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, je vais vous montrer 4 notions mathématiques qu'on travaille avec les élèves à l'aide de la manipulation. La première, c'est le périmètre et l'air. On utilise des géoplans. Comme ça ici, là, je vais essayer de vous faire un close-up sur ça. Dans le fond, c'est un géoplan avec un élastique. Puis dans le fond, nous, on demande aux élèves de construire des rectangles ou des carrés selon une contrainte. Fait qu'on va leur dire qu'en travaillant le périmètre, on voit facilement qu'on peut compter les côtés de notre forme, les additionner ensemble pour trouver le périmètre. Puis, on peut leur demander de construire, pas de construire, mais de représenter un rectangle de 24 cm de périmètre. Puis, on va se rendre compte en regardant les différentes options des élèves que 24 cm de périmètre, ça peut être représenté de différentes façons. Ça peut être un long rectangle couché, ça peut être un long rectangle debout, ça peut être... ça peut prendre différentes formes, fait que ça amène les enfants à comprendre qu'un même périmètre peut être représenté de différentes façons. On l'utilise aussi pour travailler l'air parce qu'en faisant nos formes, on peut facilement aller compter les carrés qui se trouvent à l'intérieur. Nous, on fait ça en 2 temps. Là. On fait vraiment une semaine, on travaille juste le périmètre avec notre géoplan, puis on amène les enfants à aller papier-crayon après. Et la semaine suivante, on va reprendre le géoplan, mais cette fois-ci, on va travailler l'air. Donc, on va venir compter les carrés à l'intérieur. Puis c'est la même chose que pour le périmètre. On va se rendre compte qu'une surface de 24 cm carrés
carré peut être représenté de différentes façons. Puis on fait vraiment le lien avec l'arrangement rectangulaire quand on travaille les tables de multiplication. Fait que quand je leur demande de faire un rectangle de 24 cm², bien, les enfants sont capables d'aller chercher dans leur table de multiplication les possibilités pour faire un rectangle de cette mesure-là. On va pas nécessairement venir montrer à nos élèves tout de suite la formule pour trouver de l'air. On va plutôt les amener à la découvrir parce qu'à un moment donné, ils vont juste se rendre compte que c'est long compter carré par carré à l'intérieur. Puis c'est là qu'on va essayer de trouver ensemble un truc. Et normalement, si vous travaillez le tableau de Pythagore pour les multiplications, ben ils vont venir réaliser que dans le fond, on peut faire le nombre de rangées fois le nombre de colonnes, puis on va trouver la surface à l'intérieur parce que c'est comme ça qu'on voit nous autres nos tables de multiplication. Fait qu'avec le tableau de Pythagore, on vient rapidement à comprendre que dans le fond, il y a un très grand lien avec la notion d'air. Le géoplan peut aussi être utilisé pour représenter des polygones. Donc, si vous travaillez là, les quadrilatères, les triangles, les pentagones et tout ça, ça peut être un outil super intéressant pour venir les représenter au lieu de juste les dessiner sur une feuille quadrillée. Des fois, c'est pas évident, mais avec un élastique comme ça, c'est un petit peu plus facile puis c'est plus amusant pour les enfants. Le deuxième matériel que je veux vous présenter, c'est des formes en 3 dimensions comme ça ici pour travailler les polyèdres. Ceux-là viennent de chez FDMT, puis je les aime beaucoup parce que nous, au 3e cycle, dans le fond, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est vraiment la différence entre un prisme et une pyramide. D'ailleurs, j'ai enseigné ça dernièrement. Là, si vous voulez voir les notions que je vous présente aujourd'hui, là, vous devriez aller fouiller dans les weekly vlogs entre le numéro 120 et le numéro 129. Là, j'ai enseigné toutes ces notions-là. Mais c'est ça, au 3e cycle, on doit voir la différence entre prisme et pyramide, mais surtout aller voir le développement des polyèdres. Donc, aller voir quel polygone on utilise pour construire ces polyèdres-là. Puis ces formes-là, dans le fond, elles s'ouvrent et elles peuvent se déplier. Donc, tout simplement, comme ça, on peut sortir la forme en plastique, la déplier, puis aller voir que dans le fond, ma pyramide à base pentagonale, elle est formée d'une base de pentagone et de 5 triangles. Donc ça, c'est vraiment plaisant. Dans le fond, ceux-là, c'est moi qui les ai manipulés pour les élèves, là, parce qu'avec COVID, cette année, on peut pas... faut faire attention à la manipulation du matériel. Mais ça les a beaucoup aidés. Puis on a aussi les formes en papier qu'on photocopie. Ils peuvent les découper, les coller pour les reconstruire. Fait que c'est plus facile comme ça de voir là, comment les différents prismes et les différentes pyramides sont construites. Chaque élève de nos groupes a un sac de mathématiques dans lequel il y a différents matériels, dont un petit sac de cubes comme ça ici. Moi, mes élèves, ils ont des cubes comme ça, jaunes, bien simples. Puis ils ont aussi les cubes emboîtables qui peuvent se coller ensemble comme des Legos. On les utilise pour travailler l'air aussi, pour le périmètre aussi, en plus du géoplan, mais on utilise ceux-là pour le volume. Si vous allez voir le Weekly Vlog numéro 129, je pense que vous voyez mon enseignement du volume, mais on demande aux élèves de faire différentes constructions avec les petits cubes jaunes. Je vais vous montrer un close-up là, de ce qu'on peut faire avec eux, mais dans le fond, je leur demande de faire une construction de 18 cubes unités. Fait que là, ils vont faire la construction, puis ils vont se rendre compte que même avec le même volume, on peut faire différentes solides, on peut faire différentes boîtes. C'est selon les mesures qu'on a données à notre boîte. Ce que j'aime surtout faire avec les élèves, avec les petits cubes comme ça, c'est aller travailler vraiment comme l'orientation d'un solide. Dans le fond, je vais leur dire, OK, voici de quoi ton solide doit avoir l'air quand je le regarde de face. Voici de quoi ton solide doit avoir l'air quand tu le regardes de haut, de dessous et tout ça. Fait que là, je mets ces différents indices-là au tableau, puis les élèves doivent réussir à reconstruire le solide en fonction de ces indices-là. Puis je travaille ça sous forme de défi. Les élèves aiment vraiment ça. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Puis la semaine prochaine, je vais aller chercher dans défi mathématiques de 5e année, là, le manuel mauve. Il y a plein d'exercices sur le volume. Puis je pense que c'est vraiment important de venir le manipuler avec des cubes parce que c'est une des notions qui est vraiment pas facile à faire en format papier-crayon. C'est comme de la 3 dimensions, puis les élèves ont souvent de la difficulté à venir bien compter les cubes. Mais moi, quand je vais leur faire prendre du papier-crayon, je vais toujours leur donner les cubes pour qu'ils puissent reconstruire à côté, parce que, tu sais, sur le papier, tu peux pas tourner puis tout le temps aller voir la profondeur, puis des fois, il y a des enfants qui réussissent pas à comprendre que en dessous d'un cube, même si on le voit pas, il y en a un autre, là, il flotte pas dans le vide. Et que c'est pour ça que je vais leur donner ce matériel-là pour qu'ils essaient de refaire la construction à côté puis de bien pouvoir la tourner puis la regarder de tous les sens pour pouvoir bien compter les cubes. Et que, pour vrai, les enfants, ils ont vraiment l'impression de jouer et non pas de travailler des mathématiques quand on fait ça. C'est vraiment cool. Dernière notion et non la moindre pour aujourd'hui, c'est travailler la moyenne arithmétique à l'aide de jetons. J'ai pas de mérite pour ça, là, c'est une activité qui vient du manuel Prest Math qu'on utilise depuis
peut-être 2 ou 3 ans, pour travailler la moyenne arithmétique. Là, nous, on aime vraiment pas ça, montrer la formule à nos élèves. Là, c'est la même chose pour le volume. On essaie de la découvrir ensemble et non pas de leur donner comme tout cuit dans le bec parce qu'on veut qu'ils comprennent et non pas qu'ils fassent juste appliquer une formule. Fait que pour le volume, à un moment donné, ça devient des constructions tellement grandes que les élèves disent, ben là, ça ne me tente pas de les compter un par un, c'est ben trop long. Puis c'est là qu'on découvre comment on peut faire. Puis nous, on y va vraiment avec l'aire de la base multiplié par la hauteur de notre construction, là, quand on a une boîte convexe, bien évidemment. Fait que voilà, tu sais, je m'attends pas de mes élèves en 5e année qui utilisent nécessairement la formule du volume, juste qu'ils soient capables de compter les cubes à l'intérieur puis de comprendre que c'est 3 dimensions, fait que ça nous prend 3 informations, la longueur, la largeur, la hauteur. Mais si mon élève se rend à faire la formule, tant mieux. S'il se rend pas là, c'est vraiment pas grave. Donc, pour revenir aux jetons et la moyenne arithmétique, dans le fond, ce que je fais avec les élèves, c'est que je leur pose un problème, par exemple, lundi, j'ai mangé 6 biscuits, mardi, j'en ai mangé 4, puis mercredi, j'en ai mangé 2. Fait que là, je leur demande de faire les paquets. Montre-moi les biscuits que j'ai mangés lundi avec les jetons, montre-moi les biscuits que j'ai mangés mardi, puis ceux que j'ai mangés mercredi. Et après ça, je leur dis, ben, comment je pourrais faire pour savoir, maintenant que j'avais mangé le même nombre de biscuits à tous les jours, là, parce que là, j'en ai mangé 6, 4, 2, mais maintenant que je veux les répartir là, pour qu'il y en ait égal dans toutes les journées, qu'est-ce que tu ferais? Fait que là, ils partent, ils replacent leurs jetons, et c'est comme ça qu'ils découvrent la moyenne arithmétique. Puis là, je leur explique que, tu sais, la moyenne arithmétique, c'est pas nécessairement un chiffre réel, genre, tu sais, parce que dans le fond, là, ça donne 6 plus 4 plus 2, ça fait 12, divisé par 3, ça fait 4 biscuits. Là, ça tombe qu'il y a une journée que j'avais réellement mangé 4 biscuits, mais le lundi, je n'avais mangé 6, je n'avais mangé plus, puis le mercredi, je n'avais mangé moins. Fait que c'est juste une façon d'uniformiser nos journées, mais c'est pas un chiffre réel. Là. Ça a tombé que là, le mardi, j'en avais vraiment mangé 4, mais il y a des moments où est-ce que la moyenne sera pas représentée dans nos nombres. Puis c'est ça. Dans le fond, je leur montre que c'est une statistique, puis que c'est juste pour faire un calcul. Fait que dans le fond, je leur montre pas la formule pour calculer la moyenne, c'est eux qui la découvrent ensemble parce qu'on réalise tranquillement, en faisant différents exercices comme ça de manipulation de jetons, on réalise que dans le fond, pour trouver la moyenne, on met tous les jetons ensemble et on les répartit également dans nos différents paquets. Fait que là, on aurait mis 6, 4 et 2 ensemble. On aurait réalisé qu'on a 12 jetons, puis en les divisant sur les 3 journées, ça nous donne une moyenne de 4 biscuits. Fait que c'est ça. Tranquillement, on arrive à réaliser que dans le fond, pour trouver la moyenne, c'est une addition de tous les objets qu'on a divisé par le nombre de paquets. Puis c'est vraiment plaisant de le découvrir à l'aide de la manipulation avec les jetons parce que ça fait beaucoup plus de sens. C'est très visuel. Tu sais, les enfants prennent les jetons et les répartissent également. Fait que c'est vraiment plus facile à comprendre que si on leur montre juste la formule qui fait comme aucun sens pour eux puis qu'ils font juste appliquer sans savoir vraiment pourquoi. J'espère que vous avez apprécié la capsule aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires le matériel que vous utilisez avec vos élèves pour manipuler en mathématiques. Je suis toujours à la recherche de nouvelles façons de faire. J'aime vraiment ça. Puis quand je dis aux élèves qu'on manipule, ils déplacent toute leur table, là, ils rangent tout, ils savent qu'ils ont besoin d'espace devant eux, puis là, sont prêts à recevoir leur matériel pour manipuler. Puis je trouve ça le fun parce qu'ils ont comme l'impression de passer par le jeu. Fait que je les sens plus impliqués quand on fait de la manipulation. Fait que voilà, n'hésitez pas à partager avec moi vos trucs. N'oubliez pas d'aller voir l'autre capsule de manipulation si vous ne l'avez pas déjà vue. Puis on se voit une prochaine fois. Bye!